Allez, on y va. Ouais, je commence. Ciao. Bonsoir pour si les gens sont en train d'arriver. On va attendre 1 ou 2 minutes le temps que les gens se connectent. Je ferme la porte. Donc voilà, les gens arrivent. On va attendre 2-3 minutes que les gens soient en ligne. Et donc on va commencer cette séance de la troisième séance de la M3C Academy sur les veines avec des questions plus interventionnelles ou des questions plus techniques, on va dire. Et il y aura 3 parties. La première qui sera faite par Vanessa Lopez, qui dirige l'unité de réanimation de chirurgie cardiaque et d'anesthésie ici à Necker, et qui va parler des accès vasculaires et des voies centrales. Zakaria Jalal, qui est centre de référence à Bordeaux, parlera du cathétérisme veineux, et Régis Gaudin de la chirurgie des veines systémiques. Donc, je les laisse avec vous et je laisse la parole à Vanessa. Et normalement, vous avez 1h30 pour les 3 topos et je vous laisse libre de l'animation que vous souhaiterez. À tout à l'heure. Vanessa, tu peux y aller. Oui. C'est bon? Ouais, tu peux y aller. Ok. Bonjour. Il faut que tu parles fort. Hein. Pardon? Il faut que tu parles fort. D'accord. Là, on voit mon écran? C'est bon? On voit, Damien? On voit très bien. On voit ton écran. On le voit très bien. Excuse-moi, je m'étais mis sur mute. D'accord. On voit très bien. Tu peux commencer. D'accord. Bon, bonsoir, je suis Vanessa Lopez, docteur en anesthésie réanimation et chirurgie cardiaque à Necker. Donc aujourd'hui, je vais vous parler des accès vasculaires et surtout des voies centrales. Donc, il y a différents types de voies centrales. D'accès vasculaire en général, on parlait des veineux, artériels et entre-osseux. Les artériels, c'est surtout monitoring à niveau de bilan sanguin et de pression. Et les entre-osseux, c'est un accès pour les urgences vitales qu'on n'a pas d'autres accès possibles. Et donc, on va se centrer un peu plus sur les veines. Veines centrales et veines périphériques. Sur les veines centrales, on parlera un peu de type, des indications, un peu de l'insertion, mais pas mal de complications parce que on est censé les identifier pour pouvoir les traiter. Donc, les types des voies centrales, on peut parler de voies centrales tunnelisées, comme les Véobiac, implantées, qui sont totalement dans, donc il n'y a rien qui reste à l'extérieur, et des non tunnelisées, les voies centrales qu'on parle à court terme, et donc le cathéter de courte durée, et les PICC lines, qui c'est des voies centrales insérées de façon périphérique. Donc, les indications, il faut penser toujours que mettre en place un cathéter central, c'est toujours un geste dangereux qui peut entraîner des complications à l'insertion et aussi à long terme, et qu'il faut toujours balancer le risque et les bénéfices, donc le rapport risque-bénéfice. Les indications peuvent être des raisons techniques, comme par exemple, on n'a pas d'autre voie d'abord et on a besoin de cette voie. L'administration de quelques médicaments, comme par exemple les inotropes, les médicaments avec une osmolarité élevée, avec une osmolarité supérieure à 600 milliosmol litres, en nutrition parentérale,
les médicaments qu'il faut qu'on administre pendant longtemps et des médicaments comme par exemple de monitorage, comme par exemple de faire des bilans sanguins itératifs ou mesurer la pression veineuse centrale, en sachant que c'est toujours un choix individuel. Donc, si on parle des insertions, la première chose, c'est penser où on va poser cette cathéter. Donc, les principales localisations, c'est la veine jugulaire interne. Elle a comme avantage c'est facile de fonctionner par guidage échographique. Et que des inconvénients qui est un peu plus inconfortable pour les patients et qu'il faut éviter chez les enfants univentriculaires parce que si on thrombose la veine cave supérieure, ça peut être très, très délétère. La veine subclavière, il y a un peu moins de thrombose et des taux infectieux. Donc, si on pense qu'il va la garder un peu plus d'une semaine, on essaie d'utiliser cette voie, en sachant que nous, pour la chirurgie cardiaque, c'est compliqué parce que bon, c'est proche de la sternotomie, etc. Et l'inconvénient principal, c'est qu'il a beaucoup plus de complications mécaniques à la pose. La veine fémorale, elle est très sécure à utiliser, à mettre. Donc, pour les urgences vitales comme les polytraumas, on l'utilise beaucoup. Et par contre, il y a un taux d'infection et de thrombose plus élevé. Et les veines basilico-céphaliques sont utilisées surtout pour mettre les PICC lines, les voies centrales d'accès périphérique. Donc, déjà, c'est des veines plus petites avec une capacité de remplissage beaucoup plus limitée et un peu plus laborieuse à mettre. C'est aussi les dispositifs qui donnent plus de thrombose. Donc, toujours, il faut un choix individuel et personnel en fonction de l'enfant. Donc, une fois choisi la localisation qu'on va mettre en place, et il faut savoir que l'échographie est devenue le gold standard. C'est principalement pour l'insertion jugulaire, parce que c'est assez facile, assez clair à voir, comme on peut voir dans les images, et que il diminue de façon considérable l'éco-guidage et les complications mécaniques et à long terme, parce qu'on est moins traumatique à la pose, donc moins de thrombose et moins de manipulation, moins d'infection. Donc, quelle technique on va utiliser? On va utiliser la technique de Seldinger. Donc, comme on vous montre dans la vidéo, si j'arrive à l'utiliser. Ouais. Donc, ici, voici le matériel qu'on utilise et ça, c'est la technique. On pique avec une aiguille ou on peut aussi utiliser un cathéter périphérique. Souvent, pour les enfants, on aime bien faire ça. On introduit un guide à travers de l'aiguille ou de cathéter. On sort l'aiguille, on met les cathéters. Souvent, on met les dilatateurs pour dilater la peau. Et alors, on sort le dilatateur, on met les cathéters. En gros, on utilise un guide pour échanger les différents dispositifs. Donc, après l'insertion, et c'est important de contrôler la fonctionnalité du cathéter, donc on aspire par la voie ou les voies du cathéter, la bonne position, donc avec souvent un radio de thorax et dépister les complications aiguës, surtout les mécaniques, à travers nos radio de thorax aussi. Donc, les complications des cathéters centraux, pour les enfants, on doit presque toujours faire une sédation plus ou moins importante, donc qui peut aller jusqu'à l'anesthésie générale. Donc, c'est quand même déjà quelque chose à tenir en compte si l'enfant est un peu limite. Et des complications mécaniques au moment de la pose. Quel type de complications on a le plus souvent? On peut avoir des complications vasculaires, par exemple une fonction artérielle ou un hématome. Donc, pour la mise en place d'un cathéter jugulaire, 11% de ponction carotidienne quand on pique sans échographie, 1% quand on utilise l'échographie pour poncionner.
Il peut y avoir aussi des hémothorax, de hématomes médiastinales, de épanchement pleural ou même en tamponnade. Avec le guide, on peut perforer l'oreillette droite et faire une tamponnade. Et aussi de l'embolie gazeuse avec des symptômes très variés. Il peut y avoir un peu de tout, un peu de dyspnée ou même un choc cardiogénique. Il faudra se poser la question d'aller en caméra hyperbare. Les pneumothorax, donc, on a vu déjà que les taux les plus élevés pour l'accès subclavière que pour les jugulaires, à un taux de 1,5 à 3%. Et il faut toujours faire la radio de thorax pour contrôler et pour dépister cette complication. Un trouble de rythme avec la stimulation par le guide aussi et une lésion nerveuse du nerf parce qu'on pique le nerf au moment de la ponction. Donc, les complications à long terme. On va parler surtout de l'infection et de la thrombose. Alors, l'infection, l'acronyme CLABSI, c'est les infections ou les bactériémies liées à un cathéter central. Alors, pour connaître la définition, c'est une infection bactériémie liée à un cathéter central certaine, c'est quand l'impression est fébrile, et avec deux hémocultures positives, avec un différentiel à faveur du cathéter central, ou un hémoculture positive et la pointe de cathéter positif. Donc, on l'a enlevé, on envoie la pointe et elle est positive. Et l'infection, elle est probable quand il y a un patient fébrile avec soit il n'a pas de culture de KTC, soit les hémocultures différentielles ne sont pas significatives. Il peut avoir un CLABSI sans bactériémie quand l'enfant il est fébrile, hémoculture négative, mais on a enlevé le KT, il est positif. Ou on parle de colonisation quand le patient il est apylétique, il est asymptomatique avec des hémocultures négatives, mais la pointe de KT est positive. Mais l'enfant il est vraiment asymptomatique. Donc, quel est le mécanisme pour lequel un cathéter s'infecte? Soit le micro-organisme passe de l'entrée du point de ponction et il arrive jusqu'à la veine et la circulation. Donc, évidemment, ça va être plus fréquent dans les cathéters non tunnelisés que les cathéters tunnelisés. Ou que l'infection est dans une autre localisation de l'organisme et il y a une bactériémie et l'infection arrive secondairement sur les cathéters. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Donc, pour prévenir, à niveau d'insertion, avoir le maximum possible d'asepsie avec un désinfectant cutané à la chlorhexidine entre 0,25 et 2% selon l'âge. Avoir le maximum possible de barrières, gants, charlotte, masques, casaques, etc. Et mettre un pansement sur le cathéter et le changer, s'il est propre et occlusif, que tous les 7 jours. Donc, le fait de changer trop le pansement, il entraîne aussi un port d'entrée. Et il y a aussi des cathéters qui sont imprégnés d'antibiotiques. Donc, mais bon, les cathéters de petit diamètre comme les nôtres, il n'y a pas beaucoup, mais bon, ça existe. Ou un système d'infusion fermé, toute fermée. L'autre chose qu'on peut faire, c'est la bonne sélection du point de ponction. Donc, évidemment, la fémorale, il y aura plus de risque d'infection que la sous-clavière et la jugulaire. Et la durée de cathétérisation. Ça, c'est très important. Si on n'a pas besoin d'un cathéter central, il faut l'enlever. Alors, à niveau traitement, on parle il faudra mettre les antibiotiques au début en probabiliste et après selon l'antibiogramme. Plus ou moins enlever le cathéter central. Alors, quand est-ce qu'on doit enlever le cathéter? Si l'infection s'il y a une suspicion d'infection liée au cathéter central, la règle, c'est de l'enlever. Par contre, bon, ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut systématiquement l'enlever s'il a un choc septique, si l'hémoculture est positive à lévure, s'il a une contamination locale ou s'il a une complication systémique, thrombose septique, endocardite ou une autre localisation secondaire. En ces cas-là, il faut l'enlever. Alors, on peut faire cas par cas
par rapport à l'agent pathogène. Donc, s'il y a un Staph aureus ou un pseudomonas, c'est rare qu'on puisse les enlever et les nettoyer. Si on n'a pas besoin, on a dit qu'il faut l'enlever. Et selon aussi les terrains de l'enfant, s'il est immunodéprimé, si on n'a pas d'autres endroits faciles à lui mettre. Et aussi, si l'enfant a une bactériémie de plus de 72 heures avec un antibiotique adapté, il faut penser aussi à l'enlever. Donc, les diagnostics. Bon, il faut, pour faire le diagnostic, on a dit qu'il faut faire, on fait le diagnostic en fonction de l'hémoculture. Donc, excusez-moi, j'ai oublié une clé USB. Donc, si il faut diagnostiquer à travers des hémocultures, donc il faut faire les hémocultures. Idéalement, un sur KTC, un en périphérie, au même moment, et avec la même quantité de sang. D'accord? Donc, si l'hémoculture est positive et il différencie à faveur de l'infection à KTC, bon, on le traite selon l'antibiogramme parce qu'on a déjà le germe. Si l'hémoculture est négative, mais les cathéters en place, s'ils continuent à être fébriles et on n'a pas d'autre point d'appel, il faut qu'on enlève les cathéters pour cultiver la pointe. Si culture de cathé négative et hémorgue négative, on cherche un autre point d'appel. Sûrement, ce ne sera pas le cathéter. Et si culture est négative et les cathéters est positif, les cultures de cathéter positifs, on parle d'infection sans bactéries. D'accord? C'est un peu pour renforcer l'idée d'avant. Donc, quel est le traitement improbabiliste? Donc, si la fièvre est bien tolérée, on attend les hémocultures. Voilà. Si la fièvre est mal tolérée, on couvre toujours les grammes plus avec de la vancomycine. Si le cathéter il en fémoral, à côté de la vanco, on met aussi quelque chose pour les VGN, donc céfotaxime ou céfepime selon l'âge. S'il y a une sepsis sévère, choc septique ou un patient neutropénique et on n'a pas de colonisation connue pour cet enfant, on fait céfotaxime ou céfepime ou tazocilline au choix et toujours la vanco, c'est sûr, et la micacine parce qu'il y a un choc septique quand c'est une infection grave. Et s'il est colonisé en BMR connu, on regarde l'antibiogramme de BMR, on le couvre et après on fait vanco-amicacine aussi. Voilà. Et si vous avez la référence, il est très très bien cet article qui est fait à Necker et celui-là aussi, les guidelines de 2009, c'est un peu ancien, mais il n'y a pas beaucoup d'autres choses plus récentes. Donc, ça vaut le coup de le lire si ça vous intéresse pour les infections. Sinon, les traitements de cathéter de courte durée, en gros, si compliqué, thrombophlébite endocardite 4-6 semaines. Sinon compliqué, on traite un peu selon les germes. Alors, si on a un staph coagnex, donc un staph epidermidis, si on a pu enlever le cathé, c'est 5-7 jours d'antibiotiques. Si on veut essayer de le garder, c'est 10-14 jours d'antibiotiques. Pour les staph aureus et la candida, c'est sûr qu'on enlève le cathé et on fait 14 jours d'antibiotiques ou antifongiques. Et pour l'enterococcus ou un BGN, on enlève les cathés et on fait 7-14 jours d'antibio selon l'évolution. Je vous ai mis aussi le traitement des cathéters de longue durée, mais bon, on ne va pas rentrer plus en détail. Vous les avez là, si ça vous convient. Donc, comme complication autre, on a la thrombose. Donc, l'épidémiologie de la thrombose, il y a une incidence selon les études entre 0 et 74, ça ne veut rien dire. Mais bon, ça dépend de beaucoup de facteurs. En général, un enfant qui a une thrombose veineuse profonde, c'est un enfant de réanimation très malade. On a des facteurs de risque. Les principaux, c'est avoir une voie centrale, donc surtout dans la tranche des nouveau-nés et adolescents. Et pour les cardiopathies congénitales, on parle d'un taux de thrombose de 28%. Et donc, le facteur de risque, c'est être cardiopathe,
période post-opératoire, infection, donc évidemment en réanimation chirurgie cardiaque, il y a quand même nombreux. Et d'autres facteurs, c'est les cancers, le trauma, et avoir une veine fémorale ou surtout un PICC line et la taille du cathéter. Donc, les mécanismes sont la lésion vasculaire. Donc, si on fait une ponction, il y a moins de risque qui thrombose que si on fait des ponctions multiples. Et l'effet d'avoir un cathéter à l'intérieur, les flux turbulents, il fait aussi, il favorise les thromboses. Et la prévention, donc évidemment, si on voit ce facteur de risque, c'est l'utilisation d'échographie pour faire qu'une seule ponction. Les tailles la plus petite possible pour cette patiente, des cathéters en silicone. Et il y a des études aussi qui parlent de mettre des substances thrombolytiques pour faire des verrous, mais surtout c'est plus chez l'adulte. Et chez l'enfant, la thromboprophylaxie, elle n'a pas été démontrée comme un bénéfice. Donc, les guidelines de la Société américaine de hématologie de 2018, donc, ils nous parlent de la prise en charge de thrombose associée à cathéter central. Si on diagnostique une thrombose associée à un cathéter central, il faut anticoaguler le patient. Avec quoi? Soit héparine de bas poids moléculaire, soit antivitamine K. Ils ne donnent pas de préférence. Combien de temps? Si on a pu résoudre les facteurs causaux, on fait plutôt moins de 3 mois. Combien? Bon, il y a d'autres articles qui parlent de 6 semaines, mais en tout cas, ce n'est pas justifié de faire plus de 3 mois. Et si on n'a pas pu résoudre les facteurs causaux, c'est entre 6 et 12 mois. Pardon. Alors, est-ce qu'on enlève cette cathéter? Si le cathéter il est fonctionnel, nous, on a encore besoin de cathéter, et l'enfant il est anticoagulé, l'ablation du cathéter et le changer de place, il est plus risqué que le laisser, donc on le laisse. Si le cathéter n'est pas fonctionnel, on peut l'enlever, mais après quelques jours d'anticoagulation. Donc d'abord on anticoagule. Ils disent quelques jours, ils ne spécifient pas, mais d'abord on l'anticoagule parce que le risque embolique à l'ablation de cathéter est important si on n'anticoagule pas, si le patient n'est pas anticoagulé. Donc, un peu pour finir, les cathéters de courte durée, c'est pour les utiliser quelques jours, quelques semaines parfois. En chirurgie cardiaque, parfois, on essaie de le garder un peu plus, avec un taux d'infection important et des thromboses, la jugulaire un peu moins que la fémorale. La voie périphérique, le PICC line, c'est pour quelques semaines, un peu moins d'infection, mais plus de thrombose, et on ne peut pas faire un remplissage accéléré. Pour les cathéters Broviac, c'est pour quelques mois, et les PAC aussi, ils sont quelques mois avec moins d'infection, moins de thrombose et plus de confort pour l'enfant. Donc, des messages à retenir, risque-bénéfice, faire les choix individuels, les choix de la localisation, l'échographie gold standard pour la ponction, enlever, si on n'a plus besoin, on l'enlève et connaître, prévenir et manager les complications. Merci de votre attention. Donc, Zach, est-ce que tu es Oui, là? oui, je suis là, oui.
Zach, on va continuer avec toi alors, si tu es d'accord. Tu peux partager ton écran. Je fais ça tout de suite. Est-ce que c'est bon? Ouais, on le voit. Ok, super. Donc on va enchaîner. Bonjour à tous. Je vais vous parler des interventions percutanées au niveau des veines systémiques pour poursuivre cette masterclass qui est dédiée. Donc moi, je suis Zakaria Jalla, je suis cardiologue interventionnel dans le service des cardiopathies congénitales du CHU de Bordeaux. Donc, je vais vous parler un petit peu de l'ensemble des thérapeutiques que l'on peut proposer dans ces cas de figure, en focalisant quand même beaucoup sur les cardiopathies congénitales. Donc, on a la chance dans notre spécialité d'avoir tout un tas de procédures et de possibilités dans ces cas de figure-là. On peut évidemment dilater des vaisseaux. Ça, c'est le propre du cathétériseur interventionnel, quelle que soit sa spécialité. Ça peut être des vaisseaux natifs, mais c'est souvent, on le verra, des lésions post-opératoires, notamment des lésions anastomotiques. On peut à contrario occlure des vaisseaux anormaux, soit qui le sont de manière congénitale, mais beaucoup plus fréquemment des vaisseaux qui vont apparaître de novo à la faveur de situations hémodynamiques ou anatomiques particulières, notamment dans la circulation de fond de temps, on le verra. Et puis, de plus en plus, on a vraiment un développement exponentiel des possibilités de cathétérisme interventionnel, et on va pouvoir réaliser des interventions qui sont beaucoup plus complexes, notamment au niveau de la circulation veineuse systémique. Alors, on a assez peu de recommandations ou de bases au niveau de la littérature qui vont sous-tendre les indications notamment de ces interventions. Il y a ces recommandations de la Société américaine de cardiologie qui datent de 2011, qui sont un petit peu la bible du cathétériseur congénital, mais vous le verrez pour les veines systémiques, ces recommandations ne sont pas très prolixes. Il y a les recommandations de l'ESC pour la prise en charge des cardiopathies congénitales adultes. Vous voyez qu'elle date de 2010, donc ça, c'est presque une éternité dans notre spécialité. Plus récemment, il y a eu les recommandations américaines, on en dira un mot, mais il y a aussi pas mal de papiers qui vont vraiment se focaliser sur une pathologie particulière. C'est notamment le cas de la circulation de fond de temps. On y reviendra. Donc, on va commencer par les lésions qu'il faut dilater, donc plutôt des lésions sténosantes. Alors, les cathétériseurs, je dirais non congénitaux, ou les radiologues interventionnels vont surtout s'occuper des lésions paranéoplasiques, des obstructions veineuses paranéoplasiques, ou qui vont résulter de complications liées à des cathéters centraux à demeure. Je ne vais pas parler de ça, on va surtout se focaliser sur ce qui concerne les cardiopathies congénitales et donc des lésions anastomotiques. Il y a 3 lésions, en tout cas 3 réparations qui sont volontiers pourvoyeuses de lésions anastomotiques qui concernent les veines systémiques. Ce sont d'abord les transpositions des gros vaisseaux qui sont opérées par switch atrial, donc les Senning ou les Mustard. On va le voir. Ensuite, il y a les lésions associées à la réparation de CIA sinus venosus. Et puis les lésions évidemment de la circulation de fond de temps qui vont concerner les veines caves supérieures et inférieures. Les principes, en tout cas les dénominateurs communs de ces interventions, c'est que dans une circulation veineuse, il y a souvent très peu de gradient hémodynamique qui va résulter d'une sténose, ce qui fait que les seuils, ou en tout cas les indications, elles sont volontiers étendues et plutôt la résultante de lésions anatomiques que de véritables principes hémodynamiques du fait de l'absence de gradient. On a assez peu de la société, de la société de l'AHA, pardon, qui date de 2011. Donc, il faut stenter, donc c'est une recommandation de classe 1B, il faut stenter une lésion de veine systémique significative. Voilà, ça vaut ce que ça vaut. Et une angioplastie est raisonnable pour des veines centrales obstruées, mais
n'a pas été prouvé que ce soit une thérapie totalement efficace sur le long terme. Donc voilà, ce sont des recommandations qui sont, je dirais, qui ont le mérite d'exister, mais sur lesquelles on peut assez difficilement s'appuyer de manière à l'échelle d'une population. Donc ça va être une prise en charge au cas par cas et des discussions volontiers multidisciplinaires. Ce qu'on peut proposer dans ces cas-là, c'est une angioplastie au ballon. On va voir que parfois ça peut permettre de passer un cap. Ce qui marche le mieux, c'est la pose de stent, mais là on va se heurter à la croissance en fait des enfants, ce qui fait qu'on est obligé d'utiliser des stents redilatables, puisque sinon notre intervention va uniquement permettre de passer un cap, mais mènera à une réintervention chirurgicale si le stent ne peut pas grandir. On verra ces cas de figure. Donc on va commencer par le switch atrial. Vous savez que avant que le switch artériel devienne le traitement de choix dans la transposition simple des gros vaisseaux, eh bien, on réalisait une tunnelisation des retours veineux systémiques vers le ventricule sous-pulmonaire et à travers des chenaux ou baffles en anglais, prothétiques ou fabriqués à l'aide du tissu autologue du patient. Et vous avez le chenal veineux pulmonaire qui, lui, va aller rediriger le sang vers le ventricule sous-aortique. Les sténoses de ces chenaux veineux systémiques sont assez fréquemment observées, c'est environ un tiers des patients. Les incidences, ça va de 5 à 55%. C'est des chiffres qui ne veulent pas dire grand-chose, mais bon, il faut retenir le chiffre d'un tiers qui montre que ça n'est pas rare d'observer cela. Avec ce type d'image, vous le voyez sur cette reconstruction scanographique, on a véritablement une sténose de ce chenal cave supérieur. Et chez des patients qui ont souvent des dysfonctions sinusales associées et un remplissage, une précharge ventriculaire qui peut assez difficilement s'appuyer sur la systole atriale, eh bien, ces obstructions vont avoir un retentissement clinique assez important. Si vous regardez les recommandations de l'ESC, eh bien, il est recommandé de stenter ces lésions chez les patients symptomatiques. C'est plutôt une recommandation de classe 2B pour les patients asymptomatiques, mais encore une fois, ces patients ils vont volontiers présenter des symptômes. Par exemple, vous avez ce patient qui a été opéré selon la technique de Senning. Vous voyez ici l'injection de la veine cave supérieure qui montre une sténose assez serrée de ce chenal veineux qui va ensuite aller vers le ventricule gauche sous-pulmonaire. C'est un patient qui avait une dyspnée stade 3 avec un œdème du coup assez important, sans cyanose. Il faut savoir que ces lésions peuvent s'accompagner de chintes ou de fuites entre les chenaux. Là, ça n'était pas le cas. Et donc, il avait donc, en imagerie de coupe cette sténose qui nous a poussé à faire le cathé. Alors, le traitement, bon, on reste des cathétériseurs. Donc, si on voit une obstruction, on la stent. C'est quelque chose que l'on sait faire. Et dans ce cas de figure-là, les difficultés techniques, elles ne sont pas majeures, si ce n'est qu'il faut bien sizer le stent afin d'éviter une embolisation, puisque les veines caves sont volontiers dilatable. Et donc, c'est un bon positionnement du stent et surtout, chez ce patient, une diminution de ses symptômes, notamment odémateux, au prix d'une procédure qui est relativement simple. L'autre chirurgie qui va nous intéresser pour ces lésions anastomotiques, c'est le traitement des sinus venosus. Alors, il y a la technique de Varden qui a pour but de protéger le nœud sinusal, en tout cas d'éviter une incision de l'oreillette droite à ce niveau-là, et donc qui se fait par le biais d'une incision qui va être plus basse. Et à travers cette incision, on va venir tunnéliser la portion distale de la veine cave supérieure au niveau de laquelle se fait le retour veineux pulmonaire anormal de la veine pulmonaire supérieure droite en général. Donc cette portion-là va être dirigée vers l'OG et on va venir anastomoser la portion proximale de la veine cave supérieure sur l'auricule droite pour que le drainage se fasse dans l'OD de manière conventionnelle. Cette lésion anastomotique ici, eh bien, c'est celle qui va nous intéresser. On a récemment traité un jeune homme de 7 ans qui avait eu en 2017 une chirurgie et qui s'est mis 2 ans plus tard à présenter vraiment des symptômes de cave supérieure avec un œdème important très aggravatif à l'effort, une circulation veineuse collatérale assez exubérante.
Et on voyait sur le scanner, ça paraît pas évident, mais c'est une sténose qui est très très focale, quasiment en diaphragme au niveau de l'anastomose de la cave supérieure sur l'auricule droite. On la voit ici en profil. Et il avait également une énorme azygos qui circulait à rétro. On le voit ici au KT. Vous voyez que lorsqu'on injecte la veine cave supérieure, la veine azygos circule vraiment à rétro. Et l'anastomose ici est le siège d'une lésion très serrée. Vous le voyez ici, lorsqu'on la calibre au ballon, on n'arrive absolument pas à lever cette lésion. Pardon. Et c'est un patient qui avait pour une fois un gradient très significatif. Il avait 28 mm de mercure sous-âgé au niveau de la veine cave supérieure, donc on peut aisément comprendre qu'il soit symptomatique. Là encore, on a mis en place un stent couvert cette fois-ci parce qu'il y a quand même un risque de d'effraction. Avec, vous allez le voir, un résultat tout à fait satisfaisant. Il est sorti à J2 et lors du suivi à 3 mois, il n'a pas présenté de complications particulières. C'est un stent qu'on pourra redilater, puisque c'est un stent qui s'expand par ballonnet, qu'on pourra redilater pour accompagner la croissance de cet enfant sans problème. On va passer à la circulation de fond de temps. Alors, pour ce qui est de la circulation de fond de temps, faire un cathétérisme pour prendre en charge une lésion anastomotique de la veine cave supérieure ou de la veine cave inférieure, vous voyez que les recommandations, elles ne sont pas précises, mais cette phrase est importante, ça doit être réalisé avec un seuil assez bas dès qu'il y a un symptôme inexpliqué d'œdème, d'intolérance à l'effort, d'arythmie qui apparaissent, de cyanose ou autre hémoptysie, il faut y aller. Vous voyez ici sur cette recommandation parue dans Circulation par un consensus d'experts. Voilà, la moindre alerte clinique, il faut s'occuper de ces patients. Les dilatations des veines systémiques dans les fonds de temps, en fait, finalement, elles ne sont pas si fréquentes. Lorsqu'on regarde cette série de 371 procédures réalisées au CHOP à Philadelphie, ces dilatations, c'est 12 interventions, donc à peine 3%. C'est beaucoup plus, ces patients sont beaucoup plus cathétérisés pour fermer des fenestrations ou des collatérales, comme on le verra, ou encore dilater des branches pulmonaires, mais plus rarement donc des anastomoses veineuses. Ça peut quand même être fait assez facilement. Ça, c'est une petite fille qui avait une lésion qu'on voyait bien en échographie au niveau de l'anastomose entre la veine cave supérieure que vous voyez ici et l'artère pulmonaire, que l'on a simplement dilaté au ballon avec un bon résultat à la fois angiographique mais aussi échographique, et on n'a pas eu pour le moment besoin d'y retourner et de mettre un stent. Donc ça, dans ces cas-là, on est tout à fait content. Mais il peut y avoir des lésions beaucoup plus complexes. Ça, c'est un jeune homme de 7 ans, une atrésie tricuspide qui a été palliée par DCPT. Alors, il était asymptomatique parce que bon, il fait pas vraiment beaucoup d'efforts, mais on le voit à l'échographie ici, une accélération. L'écho, ça vaut ce que ça vaut, mais c'est un bon examen de dépistage. Lorsque vous voyez ça, il ne faut pas hésiter à la cathétériser, plus ou moins après leur avoir fait une imagerie de coupe. Et vous voyez ici une lésion complexe, un petit peu en trèfle, qui engaine l'artère pulmonaire droite. Donc là, on a été obligé de mettre en place un stent, dont vous allez voir l'expansion ici, et également de rouvrir ce stent vers la DCPT, en fait, vers l'artère pulmonaire gauche, la néo-artère pulmonaire gauche. Et c'est un stent qu'on pourra redilater assez facilement puisqu'il est dilatable jusqu'à 20 mm. Donc, si besoin, en fonction de la croissance, on pourra tout à fait accompagner cet enfant pour redilater ce stent, que ce soit au niveau de la veine cave supérieure ou de l'artère pulmonaire. On va passer maintenant aux occlusions veineuses. Alors, les occlusions veineuses, bon, c'est techniquement assez simple. Il faut, c'est bien décider de l'indication. On peut le faire soit dans des anomalies de connexion veineuse qui sont congénitales. Alors, ici, on va parler très rapidement d'un type particulier de connexion veineuse, mais les fistules d'origine hépatique sont volontiers traitées de cette façon-là. C'est plutôt fait par les radiologues interventionnels ici, donc moi je n'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose qui va s'intégrer dans ce cadre-là. L'autre grand type de veines que l'on va occlure sont des collatérales qui vont apparaître de nouveau dans la circulation de fond de temps, et j'y reviendrai. Les anomalies congénitales, il y en a une qui a fait l'objet d'une publication française multicentrique qui était menée par Alain Fraisse,
qui impliquait plusieurs centres. Ce sont des RVPA qui vont partiels, qui se jettent dans une veine cave supérieure gauche vers le TVI, mais qui ont aussi une connexion allogée. Vous voyez ici, c'est-à-dire que les veines pulmonaires se drainent avec un drainage additionnel à la fois dans l'OG et donc à travers ce RVPA. Il faut bien s'assurer de cela évidemment avant de faire quoi que ce soit par voie percutanée, mais si c'est le cas et qu'on est assez confiant sur le drainage allogé de ces veines pulmonaires, eh bien on peut assez facilement venir mettre un plug comme c'est le cas ici, et ça permet de traiter cet enfant très facilement à moindre frais. Et vous le voyez ici, lors du contrôle, on a une involution complète de cette veine cave supérieure gauche une fois le shunt occlus. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut considérer en fonction de l'anatomie. Pour ce qui est de la circulation de fond de temps, vous savez qu'il y a des collatérales véno-veineuses, donc entre les veines systémiques et les veines pulmonaires, qui peuvent apparaître, que l'on observe jusqu'à 40% des adultes qui sont palliés par une circulation de fond de temps, qui vont évidemment être à l'origine d'une cyanose. Alors, si ces collatérales apparaissent, ce qu'il est commun de dire, c'est que c'est une soupape, c'est-à-dire que la nature, elle fait bien les choses, et que si elles apparaissent, c'est qu'il y a un souci sur ce montage. Alors, on peut les fermer et ça va améliorer la saturation de ces patients. En revanche, en les fermant, on va augmenter la congestion veineuse et diminuer le débit cardiaque, puisque, encore une fois, si ces collatérales sont apparues, c'est que le montage ne circule pas très bien, notamment, en tout cas, c'est souvent associé à un véritable barrage au niveau de la circulation pulmonaire qui peut être lié à un obstacle, ou alors des résistances pulmonaires qui sont trop élevées pour cette circulation de fond de temps. Donc, ce sont des indications qu'il faut véritablement bien poser au cas par cas et toujours en staff multidisciplinaire. Sur le plan technique, je ne veux pas dire que c'est très simple, mais presque. Il faut cathétériser le vaisseau et y mettre un plug vasculaire. C'est assez peu compliqué. Il y a souvent pas mal de réseaux un petit peu diffus de collatéral, ce qui fait qu'on ferme souvent le plus gros, on envoie un à côté, on en met un deuxième, et puis s'il reste une toute petite collatérale, on peut la laisser parce que ça fait office de petite soupape. Il y a des cas qui sont beaucoup plus exubérants. Vous voyez, ça, c'est un fond de temps vieilli. Et donc, du TVI naît une énorme collatérale véno-veineuse. C'est un patient qui était pour la peine très, très désaturé. Donc là, on sait qu'on va améliorer sa qualité de vie en fermant cette fuite. Et en la fermant, on sait très bien qu'il en restera d'autres. Vous voyez ici, on a mis 3 plugs, mais il reste quand même un petit peu de drainage. Toutefois, ça lui a fait gagner une quinzaine de points de saturation. Donc, il se sent mieux, mais évidemment, ça reste un traitement palliatif qui permet d'améliorer les choses au prix d'une intervention relativement simple. On va passer maintenant aux interventions sur les veines qui sont un petit peu plus complexes. Il y a plusieurs types d'interventions que je vais vous détailler. D'abord, la fermeture de CIA sinus venosus qui a été, vous le savez, hein, c'est le gold standard, c'est la chirurgie, mais l'équipe de Londres a rationalisé le fait que dans certaines formes anatomiques favorables, eh bien, si on met un stent couvert dans le prolongement de la veine cave supérieure jusqu'à la moitié de l'OD environ, on peut fermer le shunt tout en autorisant le drainage et la tunnelisation des veines pulmonaires droite vers l'oreillette gauche. Donc, ils ont débuté un programme il y a quelques années. Alors, c'était assez exhaustif au départ puisqu'ils réalisaient un printing 3D du cœur et qui faisait une simulation de mise en place de ce stent pour s'assurer, c'est tout l'enjeu de cette procédure, pour s'assurer que la mise en place de ce stent ne va pas compromettre le retour veineux pulmonaire de la veine supérieure droite vers l'OG. Donc, une fois cette première phase in vitro réalisée, lors du cathétérisme, on refait un test. On va mimer la mise en place de ce stent par une dilatation d'un ballonnet, tout en checkant la perméabilité de la veine pulmonaire supérieure droite, à la fois en ETO et puis en KT. Et ensuite, la phase finale de cette intervention, c'est de mettre en place un stent couvert, vous voyez, très long, qui va s'évaser au niveau de l'oreillette droite. Et on voit ici, à la fois de face et de profil, que la veine pulmonaire, elle reste tout à fait perméable, ce qui permet de traiter ces patients par voie percutanée. Donc, ce n'est pas un occludeur, c'est plutôt une tunnelisation percutanée qu'on va réaliser avec ces stents couverts.
Ils ont très récemment publié leur expérience sur 25 premiers patients. Vous voyez qu'ils sont assez âgés. Ce n'est pas encore accessible à l'enfant, notamment du fait de la taille des introducteurs pour mettre en place ces stents qui sont très larges. Mais l'expérience est plutôt bonne avec un succès d'implantation de 100%. Il y a eu un hémopéricarde et une embolisation de stent. Et après un follow-up d'environ 1 an et demi, il n'y a pas eu de complications ni de chaîne résiduelle. Et surtout, les veines pulmonaires rester parfaitement perméable à distance de la chirurgie. Donc, c'est vraiment une procédure qui est tout à fait séduisante. L'autre type d'intervention qu'on peut faire, c'est de mettre en place un stent valvé au niveau des veines. Il y a 2 cas de figure possibles. Le premier, c'est le fond de temps. Il y a eu beaucoup de littérature là-dessus. Au niveau chirurgical, d'abord, de mettre en place un conduit valvé pour la DCPT. Et puis avec les stents valvés, c'est quelque chose qui est revenu dans la discussion, qui a bien été modélisé in vitro par des gens très intelligents qui sont capables de vous faire ce genre de schéma et de montrer que de mettre en place une valve au niveau de la DCPT, eh bien, ça va diminuer la congestion hépatique et augmenter la précharge du ventricule systémique. Le rationnel, c'est qu'il y a à l'inspiration une partie du flux veineux qui va repartir en fait vers la veine cave inférieure et la partie inférieure du diaphragme, et que la valvulation va théoriquement, je vous le disais, augmenter la précharge et le débit cardiaque et on l'espère diminuer les complications sous-diaphragmatiques. Ce qui est séduisant, c'est que la veine jugulaire de bœuf qui sert à partir de laquelle est fabriquée la valve Mélodie, eh bien, elle est parfaite pour ce genre de cas de figure, puisqu'elle est faite naturellement pour des flux veineux à basse pression et non pulsatiles, et qu'elle correspond à la taille des conduits de fond de temps. Donc, il y a une expérience qui a été rapportée par l'équipe de Necker en 2014 sur 4 patients. Vous voyez, on en est au balbutiement de la technique et on est en train de reprendre la série européenne où là, on va être à une douzaine de patients. Donc, ce n'est pas encore quelque chose de très validé. C'est quelque chose qui permet au mieux d'améliorer les choses en termes de complications sous-diaphragmatiques, notamment les complications assez classiques d'entéropathie exudative, ou alors de stabiliser les choses, qui est déjà pas mal pour des fonds de temps défaillants en attendant la greffe. Je passe assez vite là-dessus. C'est un patient que l'on a traité à Bordeaux qui avait un reflux majeur dans les veines hépatiques. Vous le voyez ici, très dilaté. Ça, c'est le tube de DCPT. Et donc, on a mis en place une valve Mélodie qui ici marche très bien, qui a permis véritablement chez ce patient d'augmenter sa qualité de vie, de diminuer les doses de diurétiques et de vasodilatateurs pulmonaires en attendant un autre type de prise en charge. Les autres stents valvés que l'on peut mettre en position veineuse, c'est les stents caves pour traiter les fuites tricuspides massives. C'est quelque chose qui a été modélisé, qui fait l'objet d'essais cliniques randomisés. Alors pour le moment, la seule étude randomisée qui a comparé le stent cave de la veine cave inférieure et supérieure et le traitement médical de ces patients avec une fuite tricuspide symptomatique n'a pas été très concluant parce qu'il a dû être arrêté en fait du fait d'embolisation de valves importantes, mais il y a une boîte qui est en train de designer des valves vraiment dédiées aux veines caves supérieures et inférieures, et peut-être que c'est un traitement qui sera prometteur. Le dernier traitement percutané qui va se développer, on l'espère, dans les années à venir, c'est le fond de temps percutané. Alors, il y a eu une DCPP qui a été faite chez un adulte par voie percutanée. On va venir perforer l'artère pulmonaire droite et perforer la veine cave supérieure vers l'artère pulmonaire droite et les connecter en mettant un stent valvé que vous voyez ici. Voilà, donc on a une DCPP, mais qui est chirurgicale, percutanée, pardon. Et puis, on peut compléter une anastomose de type DCPT en mettant un stent couvert de la veine cave inférieure jusqu'à la veine cave supérieure qui a été préalablement connectée par le chirurgien. Là encore, ce sont des choses qui sont en voie de développement et que l'on n'a pas encore. Donc, en conclusion, on a une grande variété de lésions à traiter, mais beaucoup de solutions thérapeutiques, comme vous avez pu le voir, qui sont la plupart du temps assez faciles et que l'on peut réaliser en toute sécurité, mais surtout qui sont efficaces, soit pour passer un cap, soit pour vraiment régler le problème.
on a peu de recommandations et c'est vrai qu'il faut être assez agressif avec ces lésions, notamment dans la circulation de fond temps et pas attendre nécessairement des seuils de gradient de pression très élevés ou de symptômes trop importants. On n'a pas encore de dispositif dédié, ni à ces veines qui peuvent être très dilatées, ni à la croissance de l'enfant. Mais bon, tout cela est en développement comme l'ensemble du cathétérisme interventionnel et ça ouvre quand même de super perspectives pour notre spécialité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, évidemment, j'y réponds avec plaisir. Alors, il n'y a pas de questions pour l'instant. Damien, s'il n'y a pas de questions, on passe à la communication suivante. Pas de nouvelles de Damien. Alors, moi, je ne vais pas pouvoir vous faire le cours suivant puisque ce n'est pas dans mes compétences. Je pense que Régis devrait pas tarder. Le voilà. Attention, Régis, tu es filmé. C'est là, non ? Donc, Régis, si tu veux. Ouais. Je vais lancer. Il faut qu'on coupe le son là-dessus. Alors, je pense qu'il faut peut-être que vous coupiez votre micro, si vous avez un deuxième micro, parce qu'il y a un peu d'écho. Voilà. Et tu peux y aller quand tu veux, Régis. Je vais quitter le truc de la salle de réunion parce qu'en fait, ça ne marche pas. Okay. En tout cas, on voit ton écran. Là, voilà. Ouais, mais je suis sur l'ordinateur de Vanessa. Mais c'est pas très grave. Ça devrait fonctionner. En tout cas, on voit là. Donc, tu peux y aller. Ok. Donc on va demander de parler des conséquences pour le chirurgien des anomalies des veines systémiques. Et je vais essentiellement parler des anomalies congénitales et pas des sténoses acquises. Parce que finalement, le traitement chirurgical des veines, ça n'existe quasiment pas. Hein. Et on va prendre en charge que quelques anomalies
et principalement des anomalies de drainage. Par contre, c'est important qu'elles soient diagnostiquées puisque à chaque fois qu'on va opérer un enfant, effectivement, s'il y a des anomalies du retour veineux systémique, il va falloir les prendre en charge, que ce soit les prendre en compte, que ce soit au cours d'une chirurgie cardiaque ou dans la prise en charge, par exemple, par ECMO de la malade, etc. Et donc, j'ai fait une petite liste, mais je ne veux pas être exhaustif dans chaque liste du type de problèmes qu'on peut être amené à rencontrer en chirurgie vis-à-vis des veines systémiques, en commençant par une cave supérieure, le sinus coronaire, le cas inférieur, et puis 3 petits focus sur les dérivations pulmonaires, la transplantation et l'assistance. Pour la veine cave supérieure, dans les anomalies qui s'opèrent, c'est essentiellement quand la veine cave supérieure se draine du mauvais côté. Et il n'y a pas vraiment d'autres indications de chirurgie de la veine cave supérieure, en dehors bien sûr de techniques qu'on utilise pour traiter des retours veineux pulmonaires. Mais pour chirurgie isolée d'une anomalie de la veine cave supérieure, c'est une anomalie de drainage vers l'oreillette gauche. Et ensuite, il y a tout un tas de choses qu'on ne perd pas, mais qui peuvent nous embêter pour la prise en charge chirurgicale. Et c'est essentiellement la veine cave supérieure gauche. Quand vous l'avez eu dans le webinaire précédent, les veines caves supérieures droite à l'oreillette gauche, c'est exceptionnel. Les veines caves supérieures gauche aussi, mais un petit peu moins. Et donc, quel traitement on va pouvoir faire? Eh bien, il y a la ligature, la réparation intracardiaque et la réparation extracardiaque. La ligature, c'est essentiellement quand si on a un TVI, c'est évident. Hein, si on a un TVI, eh bien, on va pouvoir la lier. Mais même si on n'a pas de TVI, nous, on retrouve toujours une petite veine. Il y a toujours une petite veine les deux veines caves. Alors, une petite veine comme c'est représenté sur le schéma, moi, je n'ai jamais fait d'élargissement de cette veine parce qu'elle est constitutivement petite, donc on ne peut pas l'élargir. Par contre, si la veine cave supérieure gauche est réellement plus petite que la droite, on peut l'aller sans aucun problème. On peut parfaitement lier une veine cave supérieure gauche petite, même s'il n'y a pas de vrai TVI. Alors, la ligature, c'est uniquement si le traitement percutané a été impossible. Puisque si on a décidé d'interrompre la veine cave supérieure, on va essayer de le faire en percutané. Et en général, on y arrive, sauf conditions anatomiques particulières. Et donc, c'est une impossibilité technique du cathé où on va lier la veine cave supérieure gauche. Bien sûr, il faut s'être assuré de l'absence de retour hémiazygos. Parce que là, si on lie une veine cave au ras du cœur et qu'il y a une hémiazygose, une interruption avec un retour hémiazygose dans cette veine cave supérieure, ça ne va pas très bien se passer. Alors, quand on ne peut pas lier la veine cave supérieure gauche, eh bien, on va la remettre, faire en sorte que ça retourne vers la cavité droite. Et donc, il y a une première technique qui est de le faire, de laisser la veine cave telle qu'elle, et à l'intérieur du cœur, de faire une série de tunisisations pour pouvoir faire en sorte que ce flux qui arrive plutôt dans l'oreillette gauche se retrouve in fine vers la tricuspide. Là, ici, vous voyez une technique avec 2 patchs. On va suturer un premier patch qui va amener le sang de la veine cave supérieure et ici aussi du sinus coronaire. C'est en général plus facile de faire un patch qui regroupe les deux. Ça veut dire que le sinus coronaire, pas sinus coronaire, excusez-moi, la veine cave supérieure gauche et vous voyez ici l'orifice de l'auricule gauche. Ça veut dire que l'auricule gauche sera à droite. Mais en tout cas, on va mettre un patch qui va faire en sorte de tunneliser le sang de cette veine cave supérieure gauche vers la partie gauche du cœur et on va mettre un deuxième patch qui va cloisonner l'oreillette, de telle sorte que le sang de la veine cave inférieure, de la veine cave supérieure droite et de la veine cave supérieure gauche vont se diriger vers la valve tricuspide. Ici, vous voyez un exemple en vue chirurgicale. Donc ça, c'est l'ordre du patient, on a ouvert l'oreillette. On voit que ici, au fond, si on regardait bien, on verrait la veine cave supérieure gauche avec ce premier patch qui a amené le sang de la veine cave supérieure gauche vers l'oreillette droite qui est largement ouverte ici, et ce deuxième patch que vous voyez ici qui cloisonne l'oreillette. Alors ça, c'est pas une image, c'est une image que j'ai prise qui ne nous appartient pas parce qu'on n'a pas filmé de ce type d'anomalie encore. On en a opéré, mais on n'a pas pensé effectivement à les filmer. On ne fait jamais du patch hétérologue comme ici. Ça, c'est du patch du péricarde bovin qui ne va pas grandir et qui va en général se durcir, voire se rétracter. Et donc, on évite tout ce qui est patch hétérologue et on privilégie le patch autologue dans cette tunisation intracardiaque dans les oreillettes, surtout quand les patients sont petits. Parce qu'on peut avoir une évolution vers la restriction des patchs
Et la restriction des patchs, ça peut créer des obstacles entre les veines pulmonaires et la mitrale, des obstacles vers la tricuspide. Donc, on évite un peu tout ce qui est patch hétérologue. Alors, il y a des techniques qui ont été publiées. Typiquement, ça, c'est ce qu'on ne fait pas, c'est-à-dire une technique qui consiste à tunneliser la veine cave supérieure gauche en suivant un peu le trajet du sinus coronaire au ras de la mitrale. On voit bien qu'ici, quand le patch va se rétracter sur la veine pulmonaire et la mitrale. Et donc, ça peut réellement poser problème. Donc, ça, c'est une technique qu'on ne fait pas. Voilà. Les techniques en un patch, c'est pareil. C'est très compliqué. Avec un seul patch, de tailler à la bonne taille et de faire en sorte que tout tombe parfaitement. Et c'est pour ça que, en général, deux patchs, un patch qui met le sang vers la droite et un autre qui cloisonne, c'est en général les meilleures techniques pour ce type d'anomalie. Ensuite, si on n'a pas envie de faire une chirurgie intracardiaque, on n'a pas envie par exemple, voilà, c'est une chirurgie un petit peu longue, on a ça en plus à faire, eh bien, on peut faire une technique extracardiaque qu'on peut faire avec un battant, où on va réimplanter la veine cave supérieure, donc on va désinsérer la veine cave supérieure gauche, et on va l'implanter soit directement vers l'auricule, soit vers la veine cave supérieure. Sachant qu'en général, c'est un peu compliqué de l'emmener vers la veine cave supérieure, et quand on le fait pas en passant derrière l'aorte, comme c'est marqué ici, parce que là, on a une compression à tous les coups. Donc, c'est plutôt en avant. Sachant que si c'est un patient qu'on va être amené à réopérer, le mettre vers l'avant, ça veut dire que c'est quelque chose qui va être rétro-sternal et devant l'aorte. C'est-à-dire que le risque de lésion à la réentrée ou de compression par l'aorte, il est assez important. En tout cas, si on le fait, il faut mettre une membrane de protection si on pense que c'est un patient qu'on va réopérer. En général, on met la veine cave donc plutôt sur l'auricule droit, si l'auricule droit est bien développé, hein, s'il n'y a pas de juxtaposition des auricules. Voilà, quand le malade avait une grosse CIA, ça aide un peu d'avoir une oreille droite dilatée pour pouvoir suffisamment de longueur de part et d'autre pour pouvoir faire la jonction. Sachant que quand on a deux veines caves supérieures, si on a une sténose progressive d'une des veines caves, c'est absolument pas grave, hein, puisqu'il y a une telle collatéralité au niveau vertébral, au niveau des réseaux des jugulaires intérieurs et au niveau voilà, cérébral, qu'une sténose lente d'une veine cave supérieure gauche n'aura pas de conséquences. Il y a même quelques chirurgiens un petit peu anciens, pas dans le service, qui, quand ils voient une veine cave supérieure gauche, ils la cerclent hein, pour qu'elle se sténose et qu'elle se bouche lentement, pour pas que ça gêne pour les futures chirurgies, qu'on n'ait pas besoin de les canuler, qu'on n'ait pas besoin de les contrôler, pour qu'elles se suppriment d'elles-mêmes, mais pas brutalement, plutôt de façon progressive. Voilà, alors ça, c'est ce qu'on opère. Hein. C'est-à-dire quand la veine cave supérieure se jette dans l'oreille gauche. Ensuite, il y a des anomalies qui ne sont pas l'objet d'un geste chirurgical propre, mais qui vont nous embêter, par exemple pour la cannulation. Quand on a affaire à une chirurgie où on n'a pas besoin de rentrer dans les cavités cardiaques, on va mettre une canule dans l'oreille droite, et donc quand on met une canule dans l'oreille droite, on draine toutes les veines caves. Le fait qu'il y ait des anomalies du retour veineux systémique, ça n'a aucune conséquence. Hein, c'est le cas par exemple, si on veut faire une ouverture VDAP, si on fait des pontages d'une valve aortique, on n'a pas besoin de drainer spécifiquement les caves, et donc ça ne pose aucun problème. Ça n'a pas de conséquence sur la conduite de la CEC. Si on doit rentrer dans la cavité cardiaque, bien sûr, il va falloir faire un choix. Dans le service, en général, on cannule une des deux caves, on cannule la plus grosse. Et donc, par exemple, dans ce cas-là, on peut cannuler la cavité supérieure droite, la veine cave inférieure droite, et on va temporairement ligaturer, enfin c'est une ligature temporaire, donc on va lier la veine cave supérieure gauche le temps de la chirurgie, et on va lier la plus petite. Si c'est la veine gauche qui est la plus petite et la droite, eh bien on va éventuellement faire le contraire. Une fois qu'on a lié, parce toujours on mesure l'oxygénation cérébrale, le pompiste nous dit bah, j'ai un petit peu moins de retour, et si on voit que le drainage n'est pas bon, donc la collatéralité entre les deux veines caves ne se fait pas bien, on peut être amené à drainer les deux caves et à mettre deux canules, ce qui peut être embêtant un petit peu, surtout quand on doit opérer la voie droite, hein, quand on, par exemple, si c'est un rédux de Fallot, si c'est une chirurgie où on doit plastifier les AP et qu'on a une canule à mettre dans la veine cave supérieure gauche, ça peut vraiment nous gêner pour faire le geste. Donc en général, on évite de mettre trop de canules dans le champ. Et puis bien sûr, s'il n'y a qu'une veine cave supérieure gauche, comme ça arrive parfois, eh bien on la canule et ça ne pose pas de problème particulier, si ce n'est que parfois
en fonction. Alors souvent, ce sont des malades qui ont des hétérotaxies, qui ont des anomalies de la position du cœur. Donc, quand ils sont en méso ou dextrocardie, c'est facile d'accéder à la veine cave supérieure gauche si elle est unique. Quand il s'agit d'une veine cave supérieure gauche sur un cœur qui est en lévocardie, ça peut être difficile, notamment sur un rédux. Et parfois, on est amené à partir en CEC en même temps qu'une l'oreillette pour pouvoir s'exposer pour cannuler la veine cave supérieure gauche, qui se cache un petit peu, qui est un petit peu plus difficile d'accès que la veine cave supérieure droite chirurgicalement. La veine cave supérieure gauche, il faut le savoir. Il faut le savoir notamment quand on va faire une chirurgie, on va être un petit peu moins bien. Là, je vous ai mis une petite vidéo d'un tout petit segment de fermeture de CIA par thoracotomie. Vous voyez que CIA par thoracotomie, ben, on voit l'oreille à droite, on voit un bout de veine cave supérieure, on voit un bout d'aorte, mais on ne voit pas grand-chose. Et donc, quand on va faire un malade comme ça, il faut savoir si on a une veine cave supérieure gauche. Soit pour se dire, bah, chez cet enfant, parce que le gabarit, parce que voilà, eh bien, on va préférer faire une voie d'abord classique parce que ça complique trop un geste qui doit être simple. Il y a pas thoraco, on doit rester sur un geste simple. Ou parfois, eh bien, si on décide de le faire, on va le faire, mais on va prendre les mesures qui permettent de le faire. C'est-à-dire qu'on va contrôler la veine cave par le sinus d'étal éventuellement, ou alors on va mettre une aspiration dans la veine cave supérieure gauche. Mais si c'est une découverte péropératoire, là, c'est un problème. Parce que si on n'est pas prêt par thoraco, ça peut demander du temps et on peut se retrouver dans une difficulté inutile. Donc, ce n'est pas une contre-indication absolue, mais ça fait partie des choses qu'il faut absolument savoir. Si on va avoir une voie d'abord, on va être moins confortable. C'est vrai aussi pour les chirurgies par vidéo. Pour les vidéos le chirurgie mitrale par vidéo, il faut être au courant si on a une veine cave supérieure gauche ou les chirurgies tricuspide par vidéo. Ok. Parfois, on n'opère pas l'enfant pour sa veine cave supérieure gauche, mais c'est sur elle qu'on va faire un geste. C'est un exemple typique. Les anomalies du retour veineux systémique, c'est souvent associé aux anomalies du retour veineux pulmonaire, ça je vous apprends rien. Et donc parfois, on a un patient comme ça avec une veine cave supérieure gauche, une PVI, une veine lobaire supérieure gauche qui jette dans la veine cave supérieure gauche, et la veine cave supérieure gauche se dresse dans une sinus coronaire. Typiquement, un malade comme ça, eh bien, on va ligaturer la veine cave supérieure gauche, on va unroofer le sinus coronaire et on va fermer la communication interatriale pour que les veines pulmonaires se drainent à gauche et que le sang veineux se draine à droite. Donc, on ne l'opère pas pour ces veines systémiques, mais on va se retrouver à faire un geste sur ces veines systémiques. Une toute petite diapositive sur le tronc veineux immunominé rétroaortique. Donc, ce n'est pas une anomalie à rectifier. Ça peut nous gêner, puisqu'en général, quand on a ça, ça va être complètement collé au toit des artères pulmonaires. Donc, si c'est un patient chez lequel on doit faire le test des artères pulmonaires, de cette grosse veine qui est derrière l'aorte, en plus des artères pulmonaires, ça va nous embêter un petit peu pour faire le geste. Ça peut aussi nous embêter sur un rédux. Alors, c'est bien d'avoir un TVI rétroaortique pour la resternotomie, parce qu'il n'y a pas de TVI en avant de l'aorte, et donc on ne risque pas de se le couper. Vous savez que dans les rédux, si je trace une ligne droite ici, en général, on peut se prendre le ventricule droit, un bout de l'auricule droit, l'aorte ou le TVI. S'il n'y a pas de TVI, ça fait un risque en moins et c'est pas mal. Par contre, une fois qu'on est ouvert, pour faire le tour de l'aorte, si ça a déjà été un petit peu manipulé, un petit peu contrôlé, on va avoir le TVI qui va coller derrière l'aorte. Et pour clamper l'aorte, pour faire le tour de l'aorte, ça peut être un peu plus compliqué. Donc ça peut rajouter un petit peu la difficulté opératoire. C'est pareil, si on le sait, c'est mieux de ne pas le savoir. Mais bon, en général, sur les patients réduits, maintenant, on fait un examen d'imagerie pour avoir un peu la topographie de tous les vaisseaux. Ensuite, les anomalies du sinus coronaire, la veine cave supérieure gauche qui jette dans l'oreille gauche, ça en fait partie. C'est un sinus coronaire qui est pas du tout de toit. Et donc, il y a des choses qui se chevauchent un petit peu. Et donc, arbitrairement, j'ai parlé en premier de la veine cave supérieure gauche qui jette à l'oreillette gauche comme étant une anomalie de la veine cave supérieure, parce que sinon, je n'avais rien à dire sur la veine cave supérieure. Mais sur le sinus coronaire, eh bien, on peut avoir au lieu d'avoir un sinus coronaire qui est complètement ce que les Anglais appellent unroofed, et il n'y a pas de bon terme en français pour traduire ça, eh bien, on peut avoir un petit trou, et donc c'est comme une CIA, qu'il y ait une veine supérieure, qu'il y ait une veine cave supérieure gauche ou non. Donc là, il y a un unroofed coronary sinus avec une veine cave supérieure gauche, là non, donc ça va être une CIA, et donc eh bien, on va éventuellement fermer le trou, ou éventuellement, s'il y a une veine cave supérieure gauche, lier la veine cave supérieure gauche si elle est, si un TVI et si elle est un peu petite,
et complètement ouvrir le sinus coronaire dans l'oreillette gauche et fermer complètement la cloison interatriale en laissant les veines coronaires à gauche. C'est ce qu'on fait là, hein, c'est-à-dire qu'on a réséqué la cloison interatriale, on met les ciseaux dans le sinus coronaire, on ouvre le sinus coronaire jusqu'au défect, et ensuite le patch va couvrir la cloison interatriale et l'orifice du sinus coronaire qu'on ferme, hein, mais qu'on a complètement ouvert dans l'oreillette gauche. Ces anomalies de drainage du sinus coronaire, c'est parfois des anomalies acquises, hein, et je crois que non, j'ai pas vu juste après. L'atrésie du sinus coronaire, personnellement, j'en ai jamais vu, c'est exceptionnel, mais ça fait partie des choses que c'est toujours mieux de connaître, puisque typiquement, les cas qui ont été rapportés d'atrésie du sinus coronaire avec une veine cave supérieure gauche, il y a eu quelques cas de mortalité, parce que la veine cave supérieure gauche était liée pendant la chirurgie. Donc, au moment de faire la cardioplégie, la cardioplégie, elle va dans les coronaires, mais elle ne peut pas sortir. Parce qu'elle ne peut pas sortir par le sinus coronaire, elle ne peut pas sortir par la veine cave supérieure gauche. Et donc, on peut avoir une ischémie. C'est pas systématique, mais on peut avoir une ischémie, parce qu'il y a un autre drainage que par le sinus coronaire quand même. Et donc, ça veut dire que même si on délaque après, on peut avoir une mauvaise protection myocardique. Et si on la laisse liée, on peut avoir une vraie ischémie myocardique. Il y a des cas rapportés de décès liés à cette configuration d'association d'atrésie du sinus coronaire et de ligature de la veine cave supérieure gauche qui, du coup, se retrouve à drainer le sang du sinus coronaire vers le TVI. Il y a une technique qui est utilisée, alors qu'on n'utilise pas beaucoup en pédiatrie, mais qui est utilisée parfois assez largement chez l'adulte, qui s'appelle la cardioplégie rétrograde, qui consiste à, au lieu de faire la cardioplégie ou d'injecter le liquide qui va arrêter et protéger le cœur dans l'artère aortique ou directement dans les coronaires, qui consiste à mettre un dispositif dans le sinus coronaire qui va injecter la cardioplégie de façon rétrograde. Alors, il a été aussi rapporté des cas de mauvaise protection myocardique sur des patients où la cardioplégie rétrograde, en présence d'une petite veine cave supérieure gauche ou d'un toit du sinus coronaire incomplet, la cardioplégie, au lieu de passer dans le sinus coronaire sous pression et d'aller vers les coronaires et le myocarde, eh bien, va vers l'oreillette gauche ou la veine cave supérieure gauche. Et donc, on se retrouve avec une cardioplégie qui est complètement inefficace. En général, ce sont des cardioplégies qu'on met pour les chirurgies un petit peu longues, où on les met en continu. Et donc, si on les met pendant toute la chirurgie comme ça, eh bien, on n'a aucune protection myocardique pendant toute la chirurgie. Et donc, bien sûr, c'est à savoir, sachant que normalement, on mesure la pression de perfusion et que si le liquide s'échappe, on a une très mauvaise pression de perfusion et ça doit mettre la puce à l'oreille. Mais il y a des cas rapportés aussi de problèmes de protection myocardique liés à ça. Et ce que je vous disais, c'est que parfois il y a des anomalies acquises du drainage du sinus coronaire, puisque parfois chirurgicalement on décide de laisser le sinus coronaire du côté gauche qui n'a aucune répercussion. Typiquement, par exemple, dans le service, on est 4 chirurgiens, il y en a 2 qui laissent le sinus coronaire à droite, 2 qui le laissent à gauche. Il n'y a pas de différence entre les deux techniques. Quand on laisse le sinus coronaire à gauche, par contre, on va ouvrir le sinus coronaire largement. Parce que si on met un patch devant le sinus coronaire, il a été rapporté des cas d'obstruction du sinus coronaire. Donc, on va ouvrir largement le sinus coronaire dans l'oreillette gauche, à travers la ostium primum. Et par le patch, on va laisser le sinus coronaire à gauche. La manœuvre étant essentiellement là pour essayer d'éviter les voies de conduction, de diminuer le risque de BAV en se mettant très très loin d'une atrium ventriculaire, en passant très au large, et donc en incluant le sinus coronaire dans l'oreillette gauche. Diverticule du sinus coronaire, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que j'en ai jamais vu, jamais opéré. Je sais que ça existe et que ça peut s'opérer. C'est très chirurgical, hein, c'est une boule, on lève la boule, mais j'ai pas grand chose à dire là-dessus. En ce qui concerne la veine cave inférieure, pour la veine cave inférieure, ce qui s'opère, en gros, c'est rien, puisque les anomalies comme vous l'avez vu dans un précédent webinaire, la veine cave inférieure qui se jetterait du mauvais côté, c'est rarissime, et souvent elle se jette un peu au milieu ou pas forcément du bon côté, mais c'est surtout le streaming, son flux qui va être mal orienté vers l'oreillette gauche. Et donc, on n'a pas vraiment de chirurgie, de réimplantation, ça n'existe pas vraiment, hein, de chirurgie de la veine cave inférieure sur des anomalies congénitales. Hein. Par contre, il y a plein de choses qui peuvent nous embêter. La première chose, c'est quand on va drainer une veine cave supérieure, quand on va drainer une veine cave inférieure, par exemple, eh bien, on va en général mettre la canule dans la jonction entre l'oreille droite et la veine cave supérieure, et on va enfoncer cette veine cave supérieure. Excusez-moi,
dans la veine cave inférieure, on va enfoncer cette canule dans la veine cave inférieure. Et surtout, en général, on l'enfonce beaucoup et on la remonte un petit peu. Ce qu'on ne veut pas, c'est se retrouver dans les veines sous-hépatiques, c'est-à-dire ne drainer qu'une partie du foie et ne pas drainer la veine cave inférieure. Donc, en général, on l'enfonce dans la veine cave inférieure et on le laisse dans la veine cave inférieure. Et donc, quand on n'a pas de veine cave inférieure et qu'on a une interruption cave, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne va pas mettre le même type de canule. Par exemple, on ne va pas mettre des longues canules droites, on va mettre des canules assez courtes, coudées, qu'on va mettre assez haut et qu'on ne va pas enfoncer beaucoup pour drainer le foie et surtout ne pas drainer qu'une des veines sous-hépatiques. Essayer de drainer les 3 veines sous-hépatiques en même temps. Et ça peut être un peu parfois difficile d'obtenir un bon drainage quand on a une interruption cave, un bon drainage du foie. L'autre conséquence, c'est que si, par exemple, on doit faire un geste sur la cave supérieure en temps normal, si on doit faire un geste sur la veine cave supérieure, on va canuler la veine cave supérieure avec une canule coudée assez haut au niveau de la confluence des troveno-brachiocéphaliques. Si on a un retour à zygose, on ne peut pas faire ça. Parce que, en fait, si on canule ici avec une canule coulée vers le haut, on va avoir un très mauvais drainage. Et en général, quand on doit canuler spécifiquement une veine cave supérieure, parce qu'on doit faire un geste dessus et qu'il y a un retour à zygose, eh bien, on va canuler perpendiculairement à la veine cave supérieure avec une grosse canule droite juste en face de la continuité à zygose. Et c'est le seul moyen d'avoir un bon drainage. Et la canule va être grosse, puisque ça assure tout le retour veineux cave supérieure et tout le veineux cave inférieure à l'exclusion du débit mésentérique. Et donc, il faut ajuster la taille des canules, ajuster le type de canule en fonction de la chirurgie qu'on fait. Et bien sûr, il faut être au courant d'abord. Il faut être au courant pour anticiper ce genre de choses et ne pas se retrouver devant des difficultés de cannulation et des problèmes de drainage en PRCEC. Alors, parfois, ce que je vous ai mis là, c'est un cas un peu particulier. Je n'ai pas retrouvé les échos du malade. Alors, j'ai juste fait quelques dessins pour montrer. C'est un malade un peu particulier où tout se combine. C'est-à-dire qu'on a à la fois une veine cave supérieure gauche, pas de veine cave supérieure droite, des veines sous-hépatiques et des veines caves qui arrivent de façon séparée, avec une veine cave qui est un petit peu trop, une veine cave inférieure qui est un petit peu trop à gauche, et un retour veineux pulmonaire de toutes les veines pulmonaires à l'oreillette droite. Et donc, le problème, c'est que le flux des caves, il faut qu'il aille de la gauche vers la droite. Le flux des veines pulmonaires, il faut qu'il aille de la droite vers la gauche, au travers d'une cloison interatriale qui ici est large, mais qui sur cet enfant n'était pas très large. Et donc, typiquement, alors ce que j'ai fait sur ce malade, c'est que j'avais pris la collerette des veines pulmonaires, incisé un petit peu l'arrière de l'oreillette gauche qui avait pour but à la fois de déplacer un peu les veines pulmonaires vers la gauche et d'élargir un petit peu l'orifice de la cloison interatriale pour faire un petit peu de place pour tout le monde, puisque il faut à la fin que tous les flux passent, donc les flux se croisent sans, sans obstacle. Et vous voyez que oui, c'est l'inverse d'un seining, c'est-à-dire que les veines sont d'un côté, du mauvais côté, et les veines pulmonaires sont du mauvais côté. Donc il n'y a pas de technique vraiment décrite pour ce genre de choses. Et ensuite, mis un patch pour toniser la veine cave supérieure, un patch pour toniser la veine cave inférieure sur les hépatiques, le tout sur la cloison interatriale, en laissant les veines pulmonaires à gauche et en essayant de faire qu'il n'y ait pas d'obstacle des veines pulmonaires à gauche vers la mitrale et pas d'obstacle des veines caves supérieures vers vers la tricuspide. Ça, c'est le résultat final. C'était un patient qui était tout petit en plus, puisqu'il était très bleu. Tout le sang veineux était streamé vers la gauche. Voilà. Alors, un petit focus sur les dérivations cavo-pulmonaires. Les anomalies des veines caves dans les dérivations cavo-pulmonaires, ça nous complique un petit peu la vie, puisque bien sûr, quand il y a 2 veines caves, il faut réimplanter. Quand on fait une dérivation cavo-pulmonaire partielle, on est obligé de mettre les 2 veines caves. On ne peut pas en laisser une. Et ça, c'est l'importance du catéter. C'est-à-dire que si on laisse une veine cave supérieure gauche, même toute petite, non réimplantée, elle va très très rapidement post-opératoire se développer, devenir énorme, et entraîner une désaturation profonde du malade, puisque ça fait un shunt de la dérivation pulmonaire vers le réseau systémique, et ça chante massivement. Et donc ça, il faut vraiment qu'il n'y ait pas de veine cave supérieure gauche. Si elle est toute petite, on va bien sûr pas la réimplanter, on va la ligaturer et la sectionner pour qu'il y ait une bonne distance entre les 2 moignons pour pas que ça se reperméabilise. Mais ça, c'est très important qu'on soit au courant avant, puisqu'il y a des choses qui se reperméabilisent, des petites choses qui se reperméabilisent très très vite en post-opératoire. Ensuite, ça change un petit peu la cannulation. Par exemple, quand on a le cave, c'est typiquement des malades où on n'a pas besoin de cannuler les caves,
puisqu'on va clamper une cave, l'autre va faire le travail. Hein, et donc, on va faire tranquillement l'anastomose sur l'artère pulmonaire droite. Et quand on va faire l'anastomose sur l'artère pulmonaire gauche, eh bien, l'artère pulmonaire droite est déclampée et on clampe l'artère pulmonaire gauche. Et donc là, typiquement, ces malades, on n'a en général pas besoin de cannulation. On n'a pas forcément besoin de cannulation, sauf si elles sont très asymétriques ou que le drainage ne se fait pas bien, ou qu'on a une mauvaise perfusion cérébrale. L'anesthésiste nous dit que les nières ne sont pas bonnes, ou des choses comme ça. Mais en général, on n'a pas besoin de cannuler les caves. Ce qui est pas mal, ça évite de les manipuler. En général, quand on a deux caves, elles sont un petit peu plus petites, globalement, que si on n'en a qu'une seule. Et la cannulation, vous savez que les bords, ça peut rétrécir un petit peu. Et donc voilà, c'est pareil, un rétrécissement sur une ou deux caves, c'est pas très grave, parce qu'en général, il y a une des très bonnes anastomoses entre les deux réseaux, et donc ça va passer par l'autre. Mais si on peut éviter les rétrécissements, c'est pas plus mal. Voilà, alors oui, je dis, on n'a pas besoin de cannuler les caves. En général, on a quand même besoin d'une CEC, parce que accéder à la veine cave supérieure gauche, s'exposer l'artère pulmonaire gauche, notamment si c'est un patient qui a déjà été opéré, qui a eu un cerclage ou autre avant, ça peut être un peu compliqué et un peu difficile à supporter pour le malade sans circulation extracorporelle. Donc en général, on va pas cannuler les caves, mais on va quand même mettre une circulation extracorporelle juste pour pouvoir s'exposer et pour pouvoir faire le geste d'anastomose. Voilà, en fait, rapidement, oui, il faut être au courant, bien sûr, c'est une interruption cave, ça, on ne passera jamais à côté, parce qu'on ne se retrouve pas à faire une dérivation cavo-pulmonaire partielle, où on a 50% du bicardiaque, mais une dérivation cavo-pulmonaire subtotale, où on va avoir un débit dans les artères pulmonaires qui va être beaucoup plus important. En général, quand on le fait sur les petits-enfants, on déconnecte systématiquement quand on fait des CPP subtotales la voie antérograde. Donc, on va se retrouver avec une voie antérograde coupée et une très très grosse partie du débit sanguin en fonction de l'âge. Pas en fonction de l'âge d'ailleurs, non, pas en fonction de l'âge. Une très très grosse partie du débit sanguin dans les artères pulmonaires. Techniquement, c'est un petit peu moins simple, hein, parce qu'en général, l'artère pulmonaire droite est bien juste au-dessus, il y a la creuse de la zygos. Ça veut dire que la distance, ici elle est grande, la distance entre le retour cave et la suture, en général, la distance elle est très très courte. Très très courte parce que par définition, la crosse à zygos ou hémiazygos, ça se fait juste au-dessus de l'artère pulmonaire. Et donc, en général, on a très peu de distance. Et donc, techniquement, on se retrouve à suturer une énorme veine cave sur une artère pulmonaire qui est de taille normale. Avec un clan où voilà, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple. À droite, ça va. À gauche, ça peut vraiment être un petit peu pénible à faire. Bien sûr, c'est pas le sujet, mais on sait que ces patients à qui on a coupé la voie antérograde parce qu'on fait une DCP subtotale, ils ont une flux de veine hépatique qui ne va pas directement vers les poumons et il y a pas mal qui développent des fistules artérioveineuses pulmonaires. D'où quelques techniques qui ont été décrites de faire dans le même temps d'anastomoser les veines sous-hépatiques à la veine azygos. Alors, jamais vu, jamais fait. Donc, c'est juste un avis. J'ai pas d'avis particulier là-dessus. C'est une technique qui existe, hein, et peut-être que on peut être amené à y réfléchir sur certains patients. J'ai pas d'avis réel sur cette technique. Voilà. Alors parfois, dans la dérivation cavo-pulmonaire, si on a déjà fait la dérivation cavo-pulmonaire partielle, on va faire la dérivation cavo-pulmonaire totale. Quand il s'agit de patients avec des ventricules uniques qui sont des hétérotaxies, on a très souvent des veines sous-hépatiques ou des veines caves qui vont se jeter de façon séparée. Et ça peut vraiment compliquer la tunnalisation et donc l'anastomose du tube cave, le tube de cortex qu'on va mettre de la veine cave inférieure et de la veine sous-hépatique vers l'artère pulmonaire, parce que si elles sont à distance, en essayant de regrouper tout, hein, et parfois les veines sous-hépatiques peuvent être vraiment dispersées, et donc on va essayer de faire une palette sans créer trop de distorsion, et anastomoser cette palette au tube de cortex. Bref, ça complique les choses, surtout que souvent c'est sur des maths compliqués avec méso, lévocardie, etc. Et donc là, ça peut vraiment commencer à rendre l'anastomose cave qui est très simple, hein, dans la dérivation de pulmonaire totale, à rendre les choses très compliquées. Pas impossible, mais très compliquées. Une autre petite particularité liée à un geste chirurgical qui peut être intéressant. Alors, je ne vais pas parler des sténoses des chenaux caves comme ça vous a été traité avant. Bien sûr, ça n'arrive jamais, mais bon, ça arrive quand même.
le cas particulier d'une veine cave supérieure gauche quand on fait une chirurgie de Senning. Quand on fait une chirurgie de Senning, s'il y a une veine cave supérieure gauche qui jette au sinus coronaire, il faut savoir que vous voyez sur cette vue chirurgicale, on a déjà fait les chenaux-caves. On voit la veine cave supérieure ici, la veine cave inférieure ici. Et donc, avec la paroi de l'oreillette libre, la paroi libre de l'oreillette, on a fait les chenaux-caves. Donc ça, c'est l'oreillette droite ici. Et donc là, on voit les veines pulmonaires ouvertes, on voit la valve mitrale, on est sur une double scordance, on est dans l'oreillette gauche. Et donc, le sinus coronaire il va se jeter dans l'oreillette gauche. Si on laisse une veine cave supérieure gauche dans le sinus coronaire, on va désaturer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une veine cave supérieure gauche, eh bien, on va largement ouvrir le sinus coronaire et on va éventuellement lier la veine cave supérieure gauche un peu plus simple. Si on ne peut pas la lier parce qu'il n'y en a qu'une seule, eh bien, on va en général ouvrir complètement le sinus coronaire et la réimplanter dans l'auricule gauche. Vous savez que dans l'auricule gauche, dans le Senning, on le laisse du côté droit et que si on a une seule veine cave supérieure gauche, eh bien, on va la réimplanter dans l'auricule gauche pour qu'elle se retrouve du côté droit. Oui. Oui. C'est ce que vous voyez ici. Mais effectivement, veine cave supérieure gauche, Senning, il faut être au courant, surtout s'il n'y a pas de veine cave supérieure droite. Enfin, on est forcément au courant s'il n'y a pas de veine cave supérieure droite, mais dans la réflexion, dans la stratégie du geste chirurgical, ça doit être pensé avant. Qu'est-ce qu'on va faire de cette veine cave supérieure gauche? Est-ce qu'on va la lier ou est-ce on doit la mettre dans le circuit? Et auquel cas, il faut la déplacer. Et, autre point que je voulais aborder, c'est le cas du situs inversus. Alors, dans le situs inversus, tant que le malade a son propre cœur, les retours veineux ils sont parfaits. Mais si c'est un patient à qui on doit changer le cœur, eh bien les veines caves elles se retrouvent du mauvais côté. Et les veines l'artère pulmonaire aussi, mais ça c'est pas très important. Mais en gros, les anomalies de situs ou les anomalies de position, c'est-à-dire la présence d'une veine cave supérieure gauche, de deux veines caves supérieures, d'une veine cave inférieure qui est à gauche parce qu'on a un situs inversus, il n'y a rien qui contre-indique le geste de transplantation. Il y a des techniques chirurgicales pour tout. Par contre, en général, on va adapter le prélèvement chez le donneur. Par exemple, ici, vous voyez que chez le donneur, on a pris tout le TVI. Et en prenant tout le TVI chez le donneur, ce qu'on ne fait pas habituellement quand on prélève un cœur, eh bien, on va pouvoir ici réimplanter très facilement la veine cave qui est située à gauche. Pour la veine cave inférieure, en général, c'est un petit peu plus délicat parce qu'on va rarement pouvoir la réimplanter directement, sauf si par exemple le cœur est beaucoup plus petit. Là, on a un peu de marge on la dissèque un peu, on la réimplante directement et ça sera un petit peu oblique. Mais ce qu'on est souvent obligé de faire, c'est de faire une espèce de tunnel qui est structuré de la veine cave inférieure à la face inférieure, à la face du diaphragme. Et en fait, on va prendre un tube en général qui est un tube annelé pour pas que ça soit complètement écrasé, parce que sinon ça va être écrasé par le cœur. Donc un tube avec une certaine résistance, avec des anneaux, et on va l'ouvrir, on va faire un petit tunnel à la face inférieure du cœur, donc sur le diaphragme, pour se retrouver à suturer la veine cave supérieure, en partie à ce tube et en partie au diaphragme, et le sang va passer dans ce petit tunnel qu'on a créé sur le diaphragme. Mais en tout cas, l'anomalie des positions ne contre-indique pas la greffe, ça la complique, mais ça ne la contre-indique pas, même si on est en situs inversus complet. Voilà. Ensuite, petite particularité, bah oui, il y a des malades qui sont cardiologiques mais qu'on ne va pas opérer du cœur, qui viennent pour des cardiomyopathies. Ils ont le droit d'avoir des anomalies du retour veineux. Alors, en général, c'est très rare de quand même ne pas avoir de veine cave supérieure droite. Donc, pour les petits, on va assister toujours au jugulo-carotidien où l'artère, la canule artérielle va être mise dans le TBC, ça pose pas de problème. La canule veineuse, elle va être passée dans la jugulaire, puis dans le tronc veineux céphalique droit, puis dans l'oreille droite. Alors, bien sûr, si on n'a pas de veine cave supérieure droite, on ne va jamais réussir à bien drainer. On ne peut pas assister. C'est impossible d'assister un malade en passant la canule par sinus coronaire, puisque la paroi du sinus coronaire ou de la veine cave va collaber sur la canule et on ne peut pas l'assister. Donc, globalement, on peut en général pas assister un malade par la veine cave supérieure gauche si pour X raison la veine cave supérieure droite est déjà prise. Il faut prendre quand même la veine cave supérieure droite. Et s'il n'y a pas de veine cave supérieure droite, sur les tout petits, c'est compliqué d'assister, il faut les assister en centrale. Pour les grands, si on se pose la question de savoir est-ce que l'interruption cave pose un problème pour l'assistance, eh bien non. Parce qu'en général, même sur le schéma d'embryologie,
Quand on voit une interruption cave, ça fait 3 angles ou 4 angles. Dans les faits, en général, l'arthrose c'est une belle grande veine toute droite et qui est suffisamment large pour qu'on puisse mettre une canule veineuse fémorale longue qui ne va pas être dans le cœur. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on va la poser, eh bien, en général, pour contrôler qu'on ne s'est pas mis dans une veine rénale, parce qu'on les monte sur guide, ces canules. Donc on les monte sur guide pour être sûr qu'on ne soit pas dans une veine rénale et qu'en montant la canule, on déchire la veine rénale gauche, par exemple. En général, on s'assure que au moment où on monte le guide, on a des troubles du rythme qui nous font dire qu'on est dans l'oreillette droite et que donc la canule va être bien positionnée. Là, on ne va pas avoir ce signe, puisque bien sûr, le guide ne va pas aller dans l'oreillette droite. Mais par contre, ça ne pose aucun problème de drainage, on l'a déjà fait. Il n'y a aucun problème à assister les patients en fémoral avec une interruption cave et une continuité azygose. Voilà. Donc, bon, pour moi, ce n'était pas un sujet facile parce que il n'y a pas vraiment de chirurgie des veines. J'espère vous avoir donné quelques petits trucs sur ce qu'il faut essayer de nous montrer et le bilan qu'on attend avant une chirurgie cardiaque, parce que ces anomalies systémiques sont des pièges. Et merci, et surtout merci de nous éviter de tomber dedans. Parce que c'est pas au bloc. Bien sûr. Merci Régis. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez il faudrait que vous arrêtiez le partage d'écran de votre côté. Et donc, est-ce que vous avez des questions? Et donc, il n'y a plus beaucoup de gens qui sont là, mais en tout cas, c'était très bien, je pense. On a appris beaucoup de choses les uns et les autres. Lucille, une question? Bon, en tout cas, on a essayé de faire, au-delà de la thrombose, mais plutôt dans le domaine congénital, des malformations ou des anomalies des veines systémiques, un sujet un peu en dehors des clous. On voit qu'il est très important dans de nombreux domaines et que la précision, c'est un élément fondamental de notre spécialité, et en particulier du dialogue avec ceux qui font des gestes soit pour préparer les patients pour des opérations, soit pour faire des interventions percutanées, soit pour de la chirurgie. Et donc, s'intéresser aux veines systémiques, c'est un élément important de notre spécialité. Donc, tu n'as pas parlé des lésions acquises des veines, ce qui était effectivement attendu, puisque ce n'était pas trop le sujet. Mais si on veut juste faire un instant là-dessus, puisqu'on a déjà un petit peu dépassé le temps pour les gens qui souhaitaient être présents, la chirurgie des veines, est-ce que c'est… Moi, j'ai une question qui est naïve, c'est-à-dire, est-ce que la chirurgie des veines, quand elles sont rétrécies, c'est une chirurgie définitive ou est-ce que c'est une chirurgie qui comporte un risque élevé de récidive d'une sténose, par exemple? Alors là, il faut que je… Tu m'as entendu, Régis, ou pas? Moi, je t'entends pas, en fait. Là vous m'entendez? Oui. Ouais. Ouais. Les chirurgies sont toujours définitives, bien sûr. Ça, c'est dans tes rêves. Ouais. On n'est pas dans… non, bien sûr, c'est rare déjà. C'est très rare qu'on soit amené à faire des chirurgies de sténose de veine. Et en général, c'est quand on s'en est déjà occupé. Et c'est-à-dire sur des malades qu'on a déjà opérés, à qui on a fait Varden, à qui on a fait un Sanning, à qui on a fait, etc. Je pense que ça peut être définitif si l'enfant n'est plus un enfant. Mais faire un pari qu'une opération d'une veine cave, ou parce qu'en général c'est plutôt la veine cave supérieure qu'on peut être amené, c'est la seule veine qu'on peut être amené éventuellement à élargir, faire le pari que ce soit définitif chez un enfant en croissance, surtout s'il est petit, je ne parle pas de l'enfant de 10 ans ou 13 ou 14 ans, je pense qu'on peut faire quelque chose de relativement définitif. Chez le petit, non. Clairement, je pense que l'expérience montre qu'à chaque fois qu'on y touche, parce que c'était sténosé, on traite une partie du problème, le problème va revenir. Ce qu'il faut, c'est pas que ça se thrombose rapidement, quoi. C'est-à-dire que ça sténose doucement. Donc, ça veut dire que
la chirurgie initiale des veines pulmonaires, c'est ce que tu nous as présenté là, dans les différentes variantes anatomiques. Le traitement des sténoses acquises sur des lésions chirurgicales des veines systémiques, pardon, j'ai dit pulmonaire, mais c'est systémique, le traitement chirurgical des sténoses acquises des veines, le traitement des sténoses acquises des veines systémiques, c'est plutôt du cathétérisme. Ah bah oui. Oui. C'est du cathétérisme et éventuellement, si on arrive à la fin de la croissance, ça peut être de la chirurgie. Ouais, alors moi je dirais plutôt que chez l'adulte, ça pourrait marcher, mais que le cathétérisme est beaucoup mieux. Je dirais que chez l'enfant, ça peut peut-être pas, c'est moins efficace, mais le stenting de la veine cave supérieure chez l'enfant, je crois que c'est pas complètement formidable non plus, par exemple, sur une sténose. Je dirais que si on n'a rien d'autre à faire, c'est le cathé, c'est sûr. Il faut bien réfléchir. Si c'est un enfant qui a un problème chirurgical sur un peu étalé, il ne faut pas commencer à lui mettre des stents dedans. Il faut le faire chirurgicalement. Si c'est un enfant, si c'est un Varden qui sera jamais qu'on n'a pas de raison de repérer, je pense que le cathé c'est une très bonne indication. Si c'est un malade avec une cardiopathie un peu plus complexe à qui on a fait et qu'on doit réopérer, je pense qu'il faut le faire chirurgicalement. Il ne faut pas commencer à mettre des stents parce que ça peut nous compliquer très très fortement les opérations suivantes. Zach, tu es là? Tu es Oui, je suis d'accord là. avec... Je suis complètement d'accord. Juste pour préciser, les stents que l'on a et qui arrivent de plus en plus permettent, dans la plupart des cas, quand même d'accompagner la croissance de l'enfant. Ce sont des stents qu'on va pouvoir redilater à la différence de ce qui se fait chez l'adulte, c'est des stents qu'on dilate par ballonnet, donc en le déployant à 8-10 mm chez un petit enfant, on va pouvoir ensuite accompagner 12, 15, 20 mm sans qu'il y ait de perte de force radiale ou de complications là-dessus. Bon, il y a peu de recul évidemment et de base scientifique solide sur ce que je vous annonce, mais l'expérience clinique elle est plutôt favorable. Évidemment, s'il y a d'autres choses à faire, si c'est une DCPP qui va être reprise avec une sténose anastomotique qui ne cède pas au ballon ou qui cède incomplètement, il est évident que la chirurgie avec une belle plastie fera beaucoup mieux qu'un stent qui va protruder dans les AP et qui pourra gêner ensuite. Ça, je suis tout à fait d'accord. Les DCPP qui n'ont pas eu leur programme complet, je pense qu'il ne faut vraiment pas aller mettre du matériel dedans. Parce que c'est juste, ça complique les choses puissance 10, hein, je pense. Ensuite, moi, toujours ce qui m'inquiète, c'est pas le stent, parce que le stent lui va grandir, mais c'est ce qui va se mettre dans le stent. Et ça, parfois, c'est quand même un peu plus compliqué à traiter. Moi, j'ai une petite question sur qui sera la dernière parce qu'il faut qu'on s'arrête si vous voulez bien. Et je vous remercie tous les trois d'avoir mené ce webinaire. C'est dans le sinus venosus est devenu une malformation qu'on traite par le cathétérisme cardiaque. Donc, ma question, c'est est-ce que tu es totalement d'accord avec cette affirmation, Zach? Parce que autant je suis assez convaincu de la méthode chez des adultes ayant fini leur croissance. Je suis désolé parce que je n'ai pas écouté la totalité de ce que tu as dit pendant le topo. Autant fermé par cette technique insinus venosus chez un petit enfant de 15 kilos, est-ce que ça te paraît quelque chose d'aussi raisonnable? Alors, juste pour la première partie de la question, c'est devenu, ça va le devenir parce qu'on y croit évidemment. C'est pas la méthode de choix puisque ça nécessite au préalable que que la conformation anatomique le permette. C'est-à-dire en fonction de la position de la veine pulmonaire supérieure droite, il faut que cette tunnelisation percutanée, entre guillemets, ne compromettent pas le drainage de cette VP et parfois on récuse des patients. Bon, c'est un programme qui en est assez balbutiement. En France, on va le lancer, en tout cas on est sur le point de lancer ce programme, mais l'expérience anglaise, c'est 25 patients qui ont 45 ans de moyenne d'âge et évidemment il n'y a pas d'enfants. Pour deux raisons. D'une part, la taille des introducteurs et du matériel nécessaire pour stenter, il faut des très longs stents couverts. Bon, ce n'est pas nécessairement compatible avec un petit bébé, un enfant de 10-15 kilos. Et l'autre chose, c'est que
comme toujours, pour n'importe quelle technique, c'était valable pour le TAVI ou pour autre chose, il faut qu'on soit plus confiant dans la technique elle-même. Il y a des embolisations de stent qui ont été décrites, et puis dans le devenir à long terme, avant de proposer ça comme une alternative à une chirurgie qui marche très bien et qui a très peu de complications. Donc, il ne faut pas non plus se jeter là-dessus en étant trop sûr de soi. Néanmoins, vu ce qui se passe dans les autres domaines du cathétérisme interventionnel, on n'a pas de raison d'être pessimiste non plus. Et je pense que peut-être pas tous les patients, mais on pourra proposer ça à un éventail assez important de patients dans les prochaines années, ouais. J'espère. Je trouve que le problème, c'est que quand on met ça à un mètre de 45 ans, très bien. Quand on fait ça chez les enfants qui ont 5 ans, il faut que ça marche 85 ans. Et ouais. Parfaitement d'accord. Ça n'a jamais été fait chez l'enfant, hein, que ce soit clair. Et oui, pour recul de 85 ans, je ne sais pas si on l'a pour Pour la chirurgie. le traitement de nos cardiopathies, notre spécialité Ouais, jeune, ce recul-là. Mais il est évident qu'il faut penser à ça aujourd'hui parce que on n'a pas le droit d'offrir une technique qui soit moins safe que la chirurgie, qui encore une fois offre de très bons résultats, hein. Donc, en gros, faut que le RVPA, ce soit une fermeture CIA, quoi. faut que ce soit la tunisation la plus simple et la plus droite possible. Moi, je vois bien, bon, quand on opère pas mal, il y en a où clairement ça communique, mais bon, on voit qu'il suffit de fermer le trou, la CIA, et ça marche sans trop de problèmes. Ouais, ce sont les bons candidats. Si ça commence à très haute, quoi. où l'AVP est implanté un petit peu haut. Si un VNCAV, ça marche pas. Voilà, exactement. Bon, eh bien, ce sera un sujet intéressant une prochaine fois aussi. Donc, merci beaucoup à tous les trois. Merci à ceux qui sont restés jusque-là. Et puis, eh bien, je pense qu'on recommencera à l'automne. À bientôt. Bonne soirée à tous. Merci. Bon, tout le monde est parti.